Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui les différentes facettes de la dépression de l'enfant. La dépression de l'enfant est une pathologie qui a longtemps été méconnue, voire niée. Les causes de cette méconnaissance sont multiples. Tout d'abord, parce que les symptômes de la dépression de l'enfant sont différents de ceux de l'adulte. En effet, le polymorphisme important des symptômes peut masquer la maladie chez l'enfant. Deuxièmement, car la dépression de l'enfant est difficile à concevoir pour un adulte. En effet, l'adulte va plutôt penser que l'enfant est épargné par ce dont l'adulte lui-même aurait pu souffrir. Troisièmement, car l'enfant est vécu comme le moi idéal des parents, chargé de réaliser les aspirations auxquelles eux-mêmes n'ont pas pu satisfaire. En effet, l'enfant déprimé va renvoyer une image dépréciée aux parents qui est en opposition avec l'image idéale attendue. Et quatrièmement, car l'image de l'enfant déprimé est en opposition avec l'image de l'enfant roi véhiculée par l'imaginaire social. Ainsi, il aura fallu attendre les années 1950 et les travaux de Campbell et Sandler pour que soit reconnue la réalité de la dépression de l'enfant, concept bien différencié de l'adulte. Comme nous venons de le voir, l'expression clinique de la dépression de l'enfant est variable et dépend de 3 facteurs. Tout d'abord, l'âge. En effet, un enfant ne va pas présenter les mêmes symptômes à 2 ans qu'à 6 ans. Le deuxième facteur est le degré de maturation affective et cognitive de l'enfant. Et troisièmement, le degré corrélatif de différenciation de son appareil psychique. De nombreuses recherches aujourd'hui sont tournées vers l'existence ou non d'une continuité dépressive de l'enfance à l'âge adulte chez un même sujet. À ce jour, une continuité de l'enfance à l'adolescence a au moins pu être établie. Par ailleurs, il faut rappeler que les accès de tristesse rythment les divers moments de la vie de l'enfant et font partie des états affectifs normaux, tout comme chez un adulte. Il ne faut alors pas confondre ces états de tristesse avec une dépression de l'enfant. De plus, la tristesse dans la dépression de l'enfant restera assez rarement exprimée verbalement par l'enfant, malgré le fait qu'elle sera ressentie de façon continue et intense. Il sera alors important de prêter attention aux mimiques de l'enfant qui pourront exprimer cette douleur morale par une tristesse sur le visage. Cette tristesse pourra aussi apparaître dans ses dessins, dans des tests projectifs, révélant des thématiques autour de la mort, de la solitude ou encore de l'abandon. D'autres fois, l'affect dépressif pourra être retrouvé de façon fortuite lors d'une psychothérapie entreprise pour d'autres symptômes que la dépression. Les études épidémiologiques ont été longtemps peu fréquentes sur ce sujet, mais elles commencent actuellement à se multiplier en utilisant des entretiens standardisés avec l'enfant, des échelles d'évaluation qui permettent d'en apprécier l'intensité ou encore des questionnaires soumis aux parents. De façon générale, les résultats montrent que la dépression de l'enfant est retrouvée dans 1 à 3% de la population générale des enfants, avec bien entendu un taux plus élevé si la population étudiée est celle d'enfants consultants en pédopsychiatrie. Le taux de dépression monte alors jusqu'aux environs de 25%. La prévalence en population générale restera cependant inférieure à ce que l'on observe chez les adolescents, puisqu'elle s'élève de 3 à 7%. Le sexe ratio, lui, est de 1 entre les garçons et les filles en population générale et plus élevé chez les garçons en population clinique. Cependant, il ne faut pas oublier que la dépression de l'enfant reste sous-évaluée et donc que ces chiffres ignorent un nombre non négligeable d'états dépressifs de l'enfant. En ce qui concerne les données épidémiologiques sur la dépression et les tentatives de suicide, on note que le suicide reste rare avant la puberté. En effet, 2% des moins de 12 ans ont fait une tentative de suicide et 6% ont déjà eu des idées de suicide. Par ailleurs, le risque suicidaire serait 11 fois plus élevé chez les enfants qui présentent un trouble dépressif par rapport aux enfants présentant un autre trouble mental. Il n'existe pas de corrélation systématique entre les tentatives de suicide que peut effectuer un enfant et la dépression qu'il présente. Même si la tentative délibérée et préméditée de suicide reste rare, les fantasmes de mort et de destruction sont eux fréquemment présents. Avant d'aborder la clinique de la dépression de l'enfant, abordons tout d'abord le concept de dépression dans la théorie du développement de l'enfant d'un point de vue psychodynamique. Pour ce faire, commençons par la position dépressive décrite par Mélanie Klein en 1934. Pour elle, la position dépressive se situe aux environs du second semestre, puis de la seconde année, correspondant au stade de perception de l'objet total. Cette phase fait partie du stade normal du développement affectif de l'enfant. Détaillons un peu plus ce concept en 2 phases.
Mélanie Klein définit une première phase appelée schizoparanoïde. Lors de cette phase, l'enfant est protégé de la souffrance dépressive grâce au mécanisme de clivage, projection et introjection, c'est-à-dire que les mauvais objets, comme le mauvais sein ou la mauvaise mère, sont séparés des bons objets, comme le bon sein et la bonne mère. Les bons objets sont incorporés et les mauvais objets sont projetés sur l'environnement. Pulsions agressives et pulsions libidinales sont donc nettement séparées. La maturation progressive de l'enfant va l'amener à percevoir la globalité de l'objet, le mauvais sein et le bon sein, la mauvaise mère et la bonne mère, en un seul et même objet, d'où la souffrance, l'inquiétude et la dépression du jeune enfant, à cause des tendances agressives dont il fait preuve face à ces bons objets et la peur concomitante de les perdre. Mélanie Klein appelle cette seconde phase la position dépressive. Dans le développement normal de l'enfant, celui-ci fera face à sa souffrance grâce au processus de réparation, comme le déplacement et la sublimation, afin de restaurer et préserver le bon objet de ses attaques sadiques. Winnicott, lui, en 1954, a insisté sur l'importance des processus de restauration de l'objet d'amour endommagé qu'il a appelé la phase de compassion ou d'inquiétude. Cette phase définit le moment où l'enfant perçoit le caractère impitoyable de sa conduite antérieure à l'égard de sa mère. Cette phase intervient au cours du second semestre de vie. Margaret Mahler, quant à elle, décrit une phase du 16e au 24e mois correspondant à la position dépressive au moment de la prise de conscience par l'enfant de sa séparation, de son individuation et de la perte de son omnipotence. À cette période, la mère perd donc aux yeux de l'enfant la capacité de protection et de toute puissance. Le mouvement dépressif correspond donc à ce double mouvement de relative déception en l'objet maternel, mais de meilleure perception de son individualité. Par la suite, René Spitz et John Bowlby vont décrire une réaction dépressive particulière de l'enfant qui ne résulte pas du développement maturatif de l'enfant, mais de la conséquence d'un événement externe. René Spitz relate ainsi le comportement de nourrissons de 6 à 18 mois placés dans un environnement défavorable après une séparation maternelle brutale. On note d'abord une période de pleurnichement, puis un état de retrait et d'indifférence, en même temps qu'apparaisse une régression du développement avec plus ou moins de symptômes somatiques. Il appelle cette réaction la dépression anaclitique, car l'enfant ne peut plus s'appuyer sur sa mère pour se développer. Ultérieurement, ce type de réaction sera appelé l'hospitalisme intrafamilial. John Bowlby s'est aussi intéressé aux réactions de l'enfant face à une séparation maternelle. Il a retrouvé une période où l'enfant est plus sensible, se situant entre 5 mois et 3 ans. Il a pu décrire la séquence comportementale suivante. Une phase de protestation lors de la séparation où l'enfant pleure, s'agite, cherche à suivre ses parents, les appelle, surtout lors du coucher. L'enfant est inconsolable, puis après 2 à 3 jours, les manifestations bruyantes s'atténuent. Une phase de désespoir où l'enfant refuse de manger, d'être habillé, reste renfermé, inactif et ne demande plus rien à son entourage. Puis enfin, une phase de détachement où l'enfant ne refuse plus la présence d'autrui, accepte les soins, la nourriture et les jouets. Si à ce moment-là, l'enfant revoit sa mère, il peut ne pas la reconnaître ou se détourner d'elle. Le plus souvent, il crie ou pleure. Ceci a constitué le point de départ de la théorie de l'attachement. L'essentiel est ici de noter que la dernière phase, celle du désespoir, paraît la plus proche des manifestations dépressives de l'adulte. Ainsi, 2 points fondamentaux sont à retenir dans le processus dépressif. Premièrement, l'importance des pulsions agressives avec la possibilité de leur élaboration et ou expression par le sujet. Et deuxièmement, l'importance de la perte ou de la séparation dans le passé immédiat ou ancien de l'enfant dépressif. D'un point de vue évaluatif, plusieurs tests ou échelles peuvent être utilisés. Tout d'abord, des entretiens cliniques semi-structurés tels que l'ISC ou le CDR-SR. Une échelle d'hétéroévaluation peut être effectuée avec la CBCL. Les échelles d'auto-évaluation peuvent être effectuées par le patient lui-même. Il s'agit de la CDI et de la MDI-C. Par ailleurs, si besoin, les tests projectifs par le Rorschach ou le CAT peuvent être également réalisés. Abordons à présent les facteurs favorisant la dépression chez l'enfant. Nous allons détailler l'existence de pertes ou de séparations, puis l'environnement et les antécédents familiaux. Tout d'abord, commençons par l'existence de pertes ou de séparations.
Cette situation est très fréquemment retrouvée dans l'histoire d'enfants déprimés. La perte peut être réelle et avoir des effets durables. De plus, l'événement apparaît d'autant plus traumatisant que l'enfant a un âge critique, d'environ 6 mois à 4-5 ans, et qu'aucun repère permanent ne persiste, dans le cadre ou la fratrie. La séparation, quant à elle, peut être temporaire, dans le cas d'une maladie par exemple ou d'une hospitalisation. Mais elle peut susciter une angoisse d'abandon qui pourrait persister au-delà du retour à la normale de la situation. La perte peut également être interactive, c'est-à-dire qu'un parent n'est plus disponible au plan psychique car il est par exemple accaparé par un conflit. La perte peut également parfois paraître banale en apparence pour un adulte. Citons par exemple la perte d'un animal. Enfin, la perte peut être purement fantasmatique avec le sentiment de ne plus être aimé. Dans tous ces cas, on retrouve une perturbation de l'établissement de la relation d'objet et l'installation fantasmatique d'un bon objet stable à l'intérieur de la psyché de l'enfant. Abordons maintenant l'environnement familial et les antécédents comme source possible de dépression chez l'enfant. Nous allons les détailler en 3 points. Le premier point est la fréquence des antécédents de dépression chez les parents et en particulier chez la mère. En effet, l'enfant peut, par un mécanisme d'identification, s'identifier aux parents déprimés. Il peut également avoir le sentiment que sa mère est inaccessible ou indisponible et qu'il est en même temps incapable de la consoler, la gratifier ou la satisfaire. L'enfant est donc confronté à un double mouvement de frustration et de culpabilité. On comprend donc bien que dans cette situation, l'agressivité de l'enfant ne peut trouver de cible externe d'expression. Le deuxième point concerne la fréquence des carences parentales, surtout maternelles, dans des cas de contact parent-enfant médiocre, de peu ou du manque de stimulation affective, verbale ou éducative. Parfois, le parent peut être ouvertement rejetant avec des propos dévalorisants, agressifs, hostiles ou au contraire, présentant une indifférence pouvant aller jusqu'au rejet complet. Enfin, troisième point, plus rarement ont été décrites d'autres composantes parentales, en particulier une excessive sévérité éducative, suscitant chez l'enfant la constitution d'une instance surmoïque particulièrement sévère et impitoyable. Ainsi, la dépression de l'enfant se distingue de la dépression du jeune adulte par une proportion de facteurs environnementaux et familiaux beaucoup plus fréquents. La sémiologie de la dépression de l'enfant a été l'objet de nombreux débats centrés essentiellement sur 2 questions. Cette sémiologie est-elle spécifique à l'enfant? Et l'expression dépressive est-elle stable au cours des âges? Nous allons maintenant tenter de répondre à ces 2 questions. Tout d'abord, abordons la clinique de l'épisode dépressif de l'enfant. L'épisode dépressif de l'enfant survient principalement au décours d'un événement ayant une valeur de perte ou de deuil, même si parfois l'événement peut paraître anodin aux yeux des adultes. Cet épisode apparaîtra de façon progressive et le comportement de l'enfant se révélera nettement modifié par le rapport à la situation antérieure. On pourra retrouver un ralentissement psychomoteur, une inhibition motrice, un enfant décrit comme trop sage ou indifférent, une agitation, surtout lors de tâches où l'enfant doit se concentrer, qui sera entrecoupée par des moments de quasi-repli, un manque d'intérêt pour les activités ludiques ou culturelles, une perte de l'estime de soi, un sentiment de perte d'amour d'autrui, une dévalorisation, une culpabilité, une fuite ou un refus de travail scolaire, témoignant ainsi d'une difficulté à penser et à se concentrer. Des troubles de l'appétit, de type anorexie, boulimie ou grignotage, des troubles du sommeil, avec une opposition au coucher, présence de cauchemars, des maux de ventre, des céphalées, des idées de mort ou de suicide, souvent exprimées par écrit aux parents, une ébauche de dessin s'accompagnant souvent de commentaires négatifs, de type « c'est pas bien »,« c'est raté »,« c'est pas beau ». Une sensibilité exacerbée aux imperfections ou objets cassés, et enfin, la thématique de l'échec ou de l'incapacité sont au premier plan. Bien entendu, chacun de ces symptômes pris isolément n'est pas significatif de l'épisode dépressif, mais la conjonction de 5 à 6 symptômes, leur permanence dans le temps et la modification comportementale nette sont 3 caractéristiques de l'épisode dépressif. Il n'est pas rare que cette symptomatologie typique soit ignorée ou déniée par les parents. Ces symptômes risquent donc d'entraîner une désadaptation progressive, en particulier scolaire. Par ailleurs, ces symptômes se compliquent souvent de manifestations surajoutées telles que les troubles anxieux, une aggravation d'un trouble du comportement et des conduites d'allure oppositionnelle ou délinquantes, comme le vol, la fugue.
Ces manifestations pourront installer l'enfant dans ce que l'on appelle la maladie dépressive. Abordons maintenant la maladie dépressive de l'enfant. Les manifestations d'agitation, d'instabilité et d'irritabilité peuvent prendre le devant de la scène et aboutir à des tableaux d'allure caractérielle ou comportementale. Il existe ainsi plusieurs comorbidités. Le trouble des conduites et le trouble oppositionnel avec provocation dans 21 à 83% des cas. Un trouble anxieux dans 30 à 75% des cas, ou un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité dans 0 à 57% des cas. La principale complication de la dépression réside dans le retentissement scolaire. L'échec scolaire et le désinvestissement scolaire sont très fréquents. Ceux-ci vont contraster avec un bon niveau d'efficience ou une chute brutale du rendement scolaire. Au niveau du corps ou de l'apparence physique, on note parfois une attitude débraillée, comme si l'enfant était incapable d'investir positivement son corps et son apparence. Les enfants qui perdent leurs affaires personnelles comme des vêtements, des clés, des jouets, peuvent également être compris comme tels. Certains comportements peuvent apparaître comme le témoin direct d'un sentiment de culpabilité ou d'un besoin de punition. Nous pouvons citer les blessures répétées, les attitudes dangereuses, les conduites auto-agressives ou les tentatives de suicide. D'autres conduites apparaissent comme des conduites de protestation ou de revendication face à l'état de souffrance, comme les conduites d'opposition, les bouderies, la colère ou la rage, les manifestations agressives comme les crises classiques, l'hétéro ou l'auto-agressivité, et enfin les troubles du comportement comme les vols, les fugues ou les conduites délinquantes. Enfin, certains symptômes ont été considérés comme des équivalents dépressifs. Citons l'énurésie, l'encoprésie, l'eczéma, l'asthme, l'obésité, l'anorexie isolée et les troubles du sommeil. Ainsi, en réalité, toute conduite pathologique de l'enfant peut être rattachée à une dépression. L'extrême variabilité de la sémiologie dépressive en fonction de l'âge de l'enfant impose une description des différents symptômes retrouvés selon les stades maturatifs de l'enfant. Commençons par la dépression du bébé et du très jeune enfant jusqu'à 24-30 mois. La symptomatologie la plus fréquente a été décrite par Spitz dans la dépression anaclétique. On retrouve des pleurnichements, un état de retrait, d'indifférence, en cas de carence affective grave ou de chaos éducatif. Ces enfants paraissent prostrés, abattus, au regard éteint, isolés, en apparence indifférents à l'entourage retiré. On note l'apparence de manifestations d'éveil ou de jeux propres à chaque âge. Il existe aussi, au contraire, des conduites d'autostimulation, comme des balancements en position génupectorale, des rythmies solitaires diurnes, nocturnes ou à l'endormissement, des gênements et peuvent aller jusqu'à des conduites auto-agressives. Les grandes acquisitions psychomotrices sont retardées ainsi que l'expression verbale. À long terme, on note une diminution de la symptomatologie bruyante, mais une organisation de la personnalité autour des carences, donnant ainsi un tableau de retard global. Abordons maintenant la dépression du jeune enfant de 3 à 5-6 ans. À cet âge, les manifestations symptomatiques de la dépression sont particulièrement variées. Si les symptômes de la dépression s'observent au cours d'une séparation ou d'une perte brutale, le plus souvent, il s'agit de conduites de lutte contre les affects dépressifs avec des perturbations comportementales, souvent au premier plan. On note ainsi en clinique un isolement ou retrait, un calme excessif parfois, mais le plus souvent, on observe une agitation, une instabilité importante, des conduites agressives, auto ou surtout hétéroagressives, des autostimulations prolongées, en particulier des conduites masturbatoires chroniques et compulsionnelles. On note aussi une quête affective intense, alternant avec des attitudes de prestance, de refus relationnel, de colère et de violence au moindre refus. Il existe parfois des oscillations d'humeur avec alternance d'états d'agitation euphorique puis de pleurs silencieux. Par ailleurs, les acquisitions sociales habituelles à cet âge sont en général troublées, c'est-à-dire que l'on observe que l'enfant ne fait pas de jeu avec d'autres enfants, qu'il n'y a pas d'autonomisation dans les conduites de la vie quotidienne, telles que la toilette ou l'habillage. Les perturbations somatiques sont fréquentes, avec des difficultés de sommeil, sous forme de réveils fréquents, des cauchemars, des somnolences diurnes, ainsi que des troubles de l'appétit, oscillant entre refus alimentaire et phase boulimique, une énurésie et parfois une encoprésie intermittente. L'évolution de ce trouble, en l'absence de traitement ou de correction de facteurs déclenchants, risque de se faire vers une aggravation des troubles du comportement et des échecs dans la socialisation.
Chez le jeune enfant, avant 5-6 ans, un diagnostic différentiel doit être évoqué. Il s'agit de l'existence d'une douleur, en particulier chronique. En effet, le tableau clinique de l'enfant douloureux présente de nombreux points communs avec celui de la dépression. Par ailleurs, état douloureux chronique et réaction dépressive peuvent s'associer chez un même enfant. Il est donc nécessaire d'envisager une telle éventualité, surtout si le contexte est évocateur. Abordons à présent la dépression dans le cadre de maladies somatiques. Les modifications intrapsychiques induites par la maladie sont source d'angoisse et de dépression chez l'enfant. Les réactions psychologiques de l'enfant face à la maladie sont variées. Nous allons les exposer en 3 points. Premièrement, l'enfant peut avoir une attitude de régression avec un possible repli sur soi, un désintérêt du monde extérieur et d'autrui. Dans ce cas-là, on pourrait croire à une dépression, mais on ne retrouve pas de véritable désinvestissement du monde ni d'auto-dévalorisation. Deuxièmement, l'enfant peut présenter une anxiété qui va se traduire le plus souvent par une agitation incessante, sans possibilité de concentrer son attention sur une activité proposée. L'enfant apparaît alors instable, agité, dans une attitude d'hypervigilance. Et troisièmement, la dépression est très fréquente et comme souvent chez l'enfant, les manifestations sont trompeuses. On retrouve un comportement agressif envers les proches, une agitation, des attitudes de retrait mutique, une inhibition, une absence de goût pour le jeu et de plaisir à jouer. 2 éléments psychopathologiques viennent expliquer ces réactions psychologiques. Tout d'abord, l'atteinte de l'image narcissique du corps de l'enfant et deuxièmement, l'atteinte de l'image du corps qu'il offre au regard d'autrui. Abordons enfin la dépression psychotique. Du point de vue symptomatologique, ces dépressions surviennent soit de façon inopinée entre 5 et 10 ans, soit succèdent à une dépression anaclétique que nous avons vue précédemment. La dépression psychotique est marquée par un triple syndrome, dépressif, hypomaniaque et psychotique. Le syndrome dépressif est particulièrement important avec une tristesse intense, un ennui, un sentiment de vide et de souffrance psychique vive, une labilité de l'humeur. On retrouve également une préoccupation concernant la mort et les séparations, des passages à l'acte impulsif et des conduites auto-agressives, ainsi qu'un sentiment d'impuissance. Les plaintes hypocondriaques et les troubles psychosomatiques accompagnent souvent ce tableau dépressif. Le syndrome d'allure hypomaniaque se décrit par des manifestations d'agitation pseudomaniaque, de lutte contre les angoisses dépressives. On retrouve une agitation, une exubérance, une familiarité excessive, une excitation anxieuse et une logorrhée. Ces manifestations sont à distinguer des manifestations proprement maniaques du syndrome bipolaire. Enfin, le syndrome psychotique où l'on retrouve un contact fragile et labile. Les angoisses, dans leurs formes les plus archaïques, sont intenses et parfois accompagnées de manifestations phobiques. Les productions fantasmatiques peuvent parfois être envahissantes. On retrouve quelquefois un syndrome psychotique plus marqué avec des stéréotypies, des troubles du cours de la pensée et un repli schizoïde. Les pulsions agressives sont souvent virulentes et sous forme de conduite auto-agressive. Parlons à présent de l'évolution de la dépression de l'enfant. À court terme, les risques encourus sont la récidive dans 70% des cas à 5 ans. Généralement, les troubles de l'adaptation avec réaction dépressive ont une évolution plus favorable. On peut également retrouver une évolution vers une personnalité caractérielle ou psychopathique, des troubles anxieux, un trouble des conduites, ainsi que des difficultés scolaires et sociales. Le risque évolutif n'est pas négligeable à l'adolescence. En effet, le risque suicidaire est 11 fois plus élevé. Le trouble des conduites et les consommations toxicomaniaques ne sont pas négligeables. Le risque de dépression à l'adolescence est également plus élevé. En ce qui concerne le risque à l'âge adulte, on retrouve un épisode dépressif majeur dans 20% des cas chez les adultes ayant présenté un épisode dépressif majeur dans l'enfance avec un risque plus marqué chez les filles. On retrouve également un fonctionnement psychosocial moins bon. Abordons à présent la prise en charge de la dépression chez l'enfant. Le recours au pédopsychiatre est indispensable et permettra de confirmer le diagnostic, d'apprécier les différents modes de prise en charge qui peuvent être proposés et d'en assurer une coordination cohérente. La prévention paraît avant tout être un abord essentiel. En effet, un travail de guidance parentale au niveau de la relation mère-enfant pourrait permettre d'éviter les ruptures. La formation ainsi que la sensibilisation du personnel de crèche, des pédiatres ou d'autres institutions
permettrait un repérage précoce des situations à risque. Le traitement de la dépression de l'enfant comporte 3 axes tels que l'intervention sur l'environnement, les thérapies relationnelles et la thérapie médicamenteuse. Les interventions sur l'environnement sont de nature très diverse et dépendront pour chaque cas de l'importance relative des facteurs d'environnement. Ces interventions ont pour but soit de restaurer un lien mère-enfant plus satisfaisant par une guidance parentale, des thérapies familiales, des hospitalisations, soit d'instaurer un nouveau lien faute de pouvoir intervenir sur le précédent placement nourricier. Dans ce cas-là, pourront être mis en place un placement familial spécialisé, un internat, etc. Entre les deux se situent les prises en charge à temps partiel en hôpital de jour par exemple. Les thérapies relationnelles doivent être proposées en première intention. Elles dépendront de l'âge du patient et de la capacité de l'enfant et de sa famille à l'accepter. Il pourra alors être proposé une thérapie analytique, du psychodrame, une thérapie de soutien, à la médiation corporelle ou encore une thérapie cognitive. Ces thérapies ont pour limite la souffrance trop importante de l'enfant et les cas où le risque de passage à l'acte est élevé. Dans ces situations-là, une hospitalisation à temps complet est plutôt nécessaire. Les thérapies médicamenteuses ne doivent être proposées qu'en deuxième intention. La règle tend à réserver la prescription d'antidépresseurs chez l'enfant présentant une forme clinique de dépression grave et résistante aux traitements psychothérapeutiques, relationnels et aux aménagements de vie. Le traitement antidépresseur, lorsqu'il s'impose, nécessite toujours auparavant une évaluation de l'acceptation de la prescription par l'enfant et ses parents, ainsi qu'une information sur le traitement et les effets secondaires, notamment le risque suicidaire. Le seul antidépresseur ayant l'AMM en France pour la dépression de l'enfant à partir de 8 ans est la fluoxétine, ou Prozac, faisant partie de la famille des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. La posologie généralement recommandée est de 10 mg par jour en début de traitement et pourra éventuellement être augmentée de 10 mg toutes les 3 ou 4 semaines jusqu'à l'obtention de l'efficacité thérapeutique avec un maximum autour de 40 mg par jour. L'efficacité thérapeutique doit être évaluée de façon régulière en consultation et le traitement doit être maintenu 3 à 6 mois à dose efficace. La prescription de ce traitement devra être associée à une thérapie individuelle vue précédemment. En cas de résistance au traitement, une hospitalisation peut être proposée et pourra également être discutée une modification du traitement par un autre inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, de la clomipramine ou de l'amiancérine. Pour conclure sur la dépression de l'enfant, il faut retenir qu'il s'agit d'une symptomatologie plus polymorphe que l'adulte, qu'il existe des significations plurielles de la psychopathologie de l'enfant et dans son développement, et enfin, que la prise en charge thérapeutique comporte plusieurs axes qui doivent être coordonnés.